Bonjour à tous, Shell chez vous. Eh bien, on va continuer notre cycle sur le café, thé, chocolat, sucre. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la troisième partie. On va parler du thé. Alors, je pense que vous n'avez pas forcément une plante à thé chez vous. Vous avez certainement du thé, mais vous avez peut-être dans votre jardin un camélia. On est dans la même famille, et d'ailleurs je reviendrai dessus au cours de la présentation. Un camélia, écoutez, c'est très simple, vous lui enlevez sa fleur, hop, et vous avez devant vous l'équivalent d'un plant de thé, une branche de thé. Et ce qui va servir à faire cette boisson, ce sont le premier bouton, je vais y revenir tout à l'heure, et les deux premières feuilles. C'est ce qui donne le thé de meilleure qualité qui est consommé sur toute la planète. Voilà, je fais le geste, ça c'est votre futur thé. Et on va donc démarrer sur cette présentation sur le thé. Café, thé, cacao, avec ou sans sucre, et nous sommes donc sur ce troisième volet, c'est la petite histoire du thé. Donc merci à tous les abonnés de Shell d'être présents, c'est pour moi aussi un plaisir de vous retrouver chaque semaine de ce confinement pour parler d'autre chose que de choses tristes. Et on va évoquer l'histoire du thé. Vous allez voir que ça raconte beaucoup de choses parce que comme le café, comme le cacao, ça a révolutionné notre quotidien. Et puis le point commun entre ces trois plantes, c'est qu'elles contiennent de la caféine, et qui est la substance psychoactive la plus consommée au monde. Puis le thé, c'est une boisson conviviale, on peut se retrouver dans un salon de thé, faire son petit thé après avoir fait sa journée de travail ou au cours d'une pause. Donc c'est une boisson, je dirais, de convivialité, le thé. Je vais encore vous faire l'insulte de vous parler de son pays d'origine. Eh bien, c'est l'Asie, et plus particulièrement la Chine, et puis on verra l'Inde aussi, qui est à l'origine d'une plante à thé aussi, d'une espèce. Voilà, donc plante asiatique. Et institution, philosophie, c'est devenu prendre le thé, c'est devenu quelque chose qui est devenu dans notre société une institution. On prend le thé, les Anglais sont les grands spécialistes qui nous ont amenés à consommer cette boisson. C'est la boisson la plus bue au monde après l'eau. Et ça a été une grosse avancée sur le plan de l'hygiène, puisqu'à partir du moment où il faut faire chauffer de l'eau, la stériliser, eh bien, ça a fait diminuer beaucoup de maladies à partir du moment où on a commencé à consommer du thé, puisqu'on ne buvait plus d'eau directement, on la stérilisait. Le thé, voilà l'idéogramme en chinois, je ne suis pas spécialiste du mandarin, donc son nom en mandarin c'est chat, mais comme le thé a été énormément transporté, en malais ça se dit te. Voilà, et si vous le transformez après dans d'autres langues qui l'ont consommé, qui l'ont déformé. Les Hollandais l'écrivent de cette façon-là, thé, et ça a donné le mot thé en français. Donc vous voyez un arbuste ici qui a été taillé à hauteur d'homme, je dirais plutôt hauteur de femme, puisqu'on doit récolter les jeunes pousses, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le camélia. Donc on est dans la famille des caméliacées. Voilà. Alors toujours le grand botaniste naturaliste Linné l'a appelé Camellia sinensis. Sinensis, ça veut dire Chine. Sans bien sûr n'avoir été dans le pays pour voir des théiers. Et c'est un arbre qui fait à peu près 5 à 15 mètres de haut, feuilles persistantes, un peu coriaces. Je vous ai montré tout à l'heure la feuille d'un camélia, bien c'est exactement la même feuille, très dentée sur les bords, coriace. C'est l'explication pour laquelle on n'utilise que les jeunes pousses, parce que c'est pas la peine d'essayer de faire du thé avec votre camélia, vous n'obtiendrez rien. Certains spécimens peuvent dépasser les 1000 ans, comme ce spécimen qui a été photographié dans la province du Yunnan. Même type de fleur que chez le camélia, 3 à 4 cm de diamètre, sauf que chez le thé, elle est blanche, et lorsqu'elle va fructifier, elle va donner une capsule. Voilà donc le thé, et je vous montre à côté le camélia aux feuilles quasiment identiques, mais qui lui ne vous donnera pas un thé et qui est une plante purement décorative, qui fleurit dès le mois de février-mars et qu'on apprécie d'avoir dans nos jardins. Je vous raconterai son histoire à la fin, parce que son histoire est liée à celle du thé.
mais je voulais quand même vous la présenter de son nom, parce qu'il y a quand même une particularité, que lorsque vous regardez écrit en latin, Camellia japonica prend deux ailes. C'est ainsi que M. Linné l'avait écrit, puisqu'il avait donné ce nom en l'honneur d'un grand botaniste, George Joseph Camel. Il avait appelé ça Camelus. En latin, c'était le nom de ce monsieur latinisé. Ça a donné Camellia en français. Et Camellia, vous regarderez, il y a un seul L. Et oui, parce qu'à partir du latin, lorsque le livre La Dame aux Camélias a été écrit, eh bien, l'auteur n'a utilisé qu'un seul L, et le mot camélia avec un seul L est resté, alors qu'en latin, il en prend deux. On va parler de culture et de production de cet arbuste, notamment le camélia de Chine, Camellia sinensis ou théier. C'est une plante quand même qui est habituée à des températures assez rigoureuses, ce qui a permis à cette espèce de sortir de Chine, d'être plantée notamment au Japon, en Russie, en Inde, en Iran et en Turquie. On récolte à peu près 3 à 8 fois par an, donc 3 à 8 récoltes, de mars à octobre. Et ça va vous donner ces paysages un peu de carte postale, où on va le retrouver au Japon, notamment au pied du mont Fuji, mais aussi on va le retrouver en Russie, en Géorgie, en Turquie, donc on voit qu'on se rapproche de France. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a une deuxième variété de thé qu'on appelle le thé d'Assam. Assam, c'est une région de l'Inde, et le thé d'Assam, il a été découvert au XIXe siècle. Il a des feuilles beaucoup plus allongées, beaucoup plus molles, elles font une vingtaine de centimètres de long, et ce thé d'Inde, lui, c'est un thé de plaine, et ça va permettre de le cultiver dans des zones comme les zones basses de l'Inde, le Sri Lanka, voire d'autres pays. En revanche, dès que vous le montez en altitude, le gel le tue. Donc c'est un thé tropical et on va voir que ces deux thés ont une importance dans l'histoire du thé. En revanche, au lieu des 3 à 8 récoltes, on en fait 30 par an. Voilà. Alors le thé, vous le voyez sur ces images, plantation de thé, récolte, elle est entièrement manuelle, sauf dans certains pays comme la Russie qui pratique une récolte mécanique mais ne donne pas des thés de grande qualité. Vous regarderez que c'est une plante qui est récoltée quasiment, sauf quelques exceptions en Inde, par les femmes et par tous les temps. Donc le thé, c'est féminin. C'est un travail de dames. Vous regarderez comment elles vont travailler, souvent à s'abriter du soleil. Ici, on est en Inde. Ici, on est au Japon. Au Japon, avoir la peau colorée, c'est très mal vu. Donc vous regarderez les précautions que prennent ces dames pour récolter le thé. Là aussi, on est au Vietnam. Et c'est toujours des femmes qui font ce travail. Il faut savoir qu'on produit chaque année sur la planète 4,5 millions de tonnes de thé. Petit retour sur une autre plante que l'on appelle parfois thé rouge, qui n'a rien à voir avec le thé, c'est le rooibos. Vous l'avez ici, c'est en floraison, c'est un genêt d'Afrique du Sud, que l'on appelle à tort thé rouge, qui n'a rien à voir avec le thé, c'est une plante qui est une autre famille, et qui, d'un point de vue chimique, ne contient pas les mêmes produits que le thé. Malheureusement, on lui donne le nom de thé, donc je l'ai présenté ici, simplement pour l'éliminer, je n'en reparlerai pas. Alors le thé, comme le café, comme le cacao, contient de la caféine. Ça, c'est le premier point à savoir, c'est qu'il n'y a pas de théine dans le thé, c'est de la caféine. C'est une erreur d'appellation de dire théine. On appelle ça la caféine, c'est la même molécule, mais on n'appelle pas théine. Alors la concentration est assez importante. Quand on parlait du café la semaine dernière, on était autour de 1 à 4 grammes pour 100 grammes. Là, on est à 2 à 5 grammes. Donc la teneur en caféine du thé est nettement supérieure à celle du café. À savoir que dans le thé, il y a à côté de la caféine une molécule très proche qui s'appelle la théophyline. Et la théophyline, elle est utilisée depuis très longtemps pour ses vertus médicinales. Comme la caféine, elle va exciter un peu le système nerveux, elle est diurétique, mais elle a des propriétés, la théophyline, bronchodilatatrice. Et pendant très longtemps, lorsque les enfants avaient la coqueluche, c'était le principe actif des suppositoires pour essayer de dilater les bronches et d'empêcher de tousser. Et c'est un médicament aussi qui est utilisé dans l'asthme, et qui est encore utilisé pour les crises d'asthme. Voilà. Et puis ça a aussi des propriétés diurétiques.
et un petit peu de propriétés lipolytiques. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1500 variétés de thé, hein, c'est un chiffre un peu large, mais qui est important, parce qu'il faut quand même penser qu'on produit quand même 130 kg de thé à la seconde sur la planète, donc ça occupe des millions de personnes. Le chiffre d'affaires est assez énorme, 25 milliards d'euros. Et je vais vous donner maintenant les consommations. La France, 300 grammes par personne par an. Les États-Unis, c'est le double, 600 grammes. Alors vous attendiez bien sûr l'Angleterre, je me doute, avec 2,7 kg. Ce que je vous ai réservé, c'est quand même c'est le pays qui consomme le plus de thé au monde. Eh bien, on l'attendait peut-être pas, c'est le Maroc. Et le Maroc dépasse l'Angleterre en consommation, et c'est dû au 19e siècle à un lobbying des Anglais sur le Maroc, ils avaient l'habitude de consommer de la menthe en infusion dans de l'eau, et ils ont trouvé très agréable de rajouter le thé, et le thé à la menthe marocain est devenu aussi une institution comme le 5 o'clock anglais. Vous regardez sur cette carte les productions, donc les produits plus sévères, plus la production est forte, et on comprend que c'est l'Inde et la Chine qui sont les deux plus grands producteurs au monde, mais derrière, avec à peu près plus de 500 000 tonnes, mais derrière vous avez des pays qui tirent leur épingle du jeu, notamment le Kenya, qui est un grand producteur, mais vous avez aussi bien sûr la Turquie ou d'autres pays en Afrique. Donc la Chine, c'est à peu près 1,1 tonne par an. L'Inde arrive derrière avec quasiment 1 million de tonnes de production. Donc, vous m'étiez trompé, la Chine, c'est 1 million de tonnes d'œufs. L'Inde, on va dire 1 million de tonnes. Le Kenya arrive derrière avec 370 000 tonnes. Le Sri Lanka, la Turquie, 180 000 tonnes. La Géorgie, 4 200 tonnes. Puis après, ce sont des petites productions locales. Il faut 30 kg de thé pour faire de thé vert. Donc, quand je dis thé vert, de thé qui est vert, c'est-à-dire qui n'a pas été séché, hein, la plante, pour faire 7 kg de thé séché manufacturé. Alors, comment est récolté et préparé le thé? On a deux types de traitements. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça nous amènerait trop loin. Le thé vert qui est simplement séché et le thé noir qui est... Alors, vous trouverez dans la littérature le mot fermentation, mais ça ne s'agit pas d'une fermentation qui met en jeu un champignon ou une bactérie, le terme n'est pas adapté, on dira plutôt une oxydation. Vous allez prendre la feuille, vous allez la froisser, comme vous coupez une pomme, quand vous coupez un légume, ça va noircir, c'est le phénomène d'oxydation, et on va le faire sécher ensuite. Voilà, c'est ce qui va donner le thé noir. Et là-dedans, vous arrivez à avoir 1500 variétés commercialisées de thé. Alors le thé vert, c'est essentiellement la Chine et le Japon qui le produisent. Le thé noir, c'est plutôt l'Assam, donc on est en Inde, Sri Lanka, Ceylan, la région de Darjeeling en Inde, puis encore la Chine, hein, le Sikkim, le Yunnan. Si on regarde la distribution, le thé vert représente 65%, le thé noir, pardon, 65% de la production mondiale et 80% des échanges internationaux. 2 Français sur 3 consomment du thé. Et il y en a aussi pas mal qui le consomment en sachet. Alors je voulais un petit peu attirer l'attention, c'est qu'il faut souvent déjà changer de thé, c'est pour apprécier d'autres saveurs, ou alors faire soi-même son mélange, mais que le thé en sachet n'est pas toujours la solution idéale, parce que c'est souvent des résidus qui sont utilisés pour faire les sachets, et on a eu pas mal de polémiques, je vous invite à lire ce qu'en pensent 60 millions de consommateurs ces dernières années par rapport à l'interaction des sachets avec le thé, de la matière qui se consiste les sachets, ou du thé en sachet qui pour certaines fois contient des éléments, des minéraux, etc., des métaux lourds. Donc privilégier le thé en feuilles séchées. Alors la cueillette, elle est codifiée. Vous m'avez vu tailler tout à l'heure une feuille de camélia, mais la cueillette, c'est ce qui va déterminer le goût de votre thé. Alors si on ne cueille que le premier bourgeon en anglais on va appeler ça peco,
on va obtenir ce qu'on appelle la cueillette impériale. Alors la cueillette impériale, c'est un bourgeon, une feuille, mais on a gardé le nom d'impériale parce que l'empereur du Japon, tous les matins, une jeune fille vierge qui changeait tous les jours, habillée de blanc, devait aller chercher le premier bourgeon pour lui confectionner son thé. On a laissé le nom de cueillette impériale si on a un bourgeon plus une feuille. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la cueillette fine, que je vous ai montré tout à l'heure, qui consiste à cueillir le bourgeon et deux feuilles. Donc on descend vers la tige. Et puis après, vous avez la cueillette classique, qui va avoir donc 3 feuilles. Donc ça donne des thés de moins bonne qualité, puisque à chaque fois, vous allez descendre dans la tige et avoir du bois qui va ballaster votre thé. Et puis après, vous avez la cueillette grossière, voire industrielle, qui descend jusqu'à la 4e feuille. Donc voilà, le thé idéal, un bourgeon, 2 feuilles, c'est ce que les Anglais appellent two and a bud, 2 bourgeons, 2 feuilles, pardon, un bourgeon. Et donc on va revenir avec quelques images de cette production de thé, toujours très très féminine. Il va bien sûr falloir le sécher pour enlever l'eau, c'est ce qui fait qu'on passe de 30 kg à 7 kg. Et puis après vous avez des appareils qui vont le rouler au cours du séchage pour qu'il puisse s'affiner. Quand c'est le cas du thé noir, on va le faire chauffer pendant un temps très bref, entre en général 6-7 heures pour provoquer le phénomène d'oxydation en l'ayant écrasé. Et puis après, il va falloir le déshydrater, vraiment le sécher pour qu'il ne reste pas d'eau, parce que le pire ennemi du thé, et ça l'est depuis qu'on produit du thé, c'est l'eau, versus moisissure. Et après, on va faire un tamisage et un triage des feuilles, qui vont donc séparer les feuilles de bonne qualité des feuilles cassées, des résidus qui, je vous le disais, iront certainement remplir des sachets. Voilà. Et puis après, ça va être cette mise en sac dont je vous avais parlé aussi bien pour le café que pour le thé, que pour le cacao. Mais j'insiste sur cette déshydratation parce que le thé voyage, le thé voyageait, et pour le faire voyager, il fallait éviter qu'il y ait des moisissures, et c'était le gros problème pour le faire arriver en Europe. Comment le consommer? Alors je ne vais pas vous faire un cours sur le thé parce que ce n'est pas mon métier, mais je vais vous montrer déjà comment le pays qui en produit le plus et en consomme le plus, c'est la Chine. Alors ils utilisent la pratique du zong. Ça consiste à utiliser un récipient dans lequel on fait infuser le thé, qui est recouvert d'un couvercle, et on laisse ce thé infuser selon quelques minutes. Il faut savoir que la caféine, elle, va passer tout de suite dans l'eau, c'est pas la peine d'attendre 2 heures. Si votre thé est très coloré, ce sont des polyphénols qui sont l'origine de sa couleur, mais ce n'est pas la caféine. La caféine est incolore et elle passe dans les premières secondes de l'infusion. Alors la pratique du zong, même si elle se fait de façon, vous allez voir, un peu différente aujourd'hui en Chine, c'était ce récipient avec son couvercle, le couvercle qui représente le ciel, le récipient qui représente l'homme et la coupelle qui représente la terre. Alors qu'est-ce que va faire la personne en Chine qui va aller partir à son travail? Une fois que ça sera infusé, elle va le renverser dans un récipient en plastique, en verre, et puis elle va l'emmener à son travail, elle va le consommer, et puis lorsque elle aura consommé, elle va rajouter de l'eau chaude dessus tout au cours de la journée, ce qui fait qu'à la fin, elle va l'épuiser de peu à peu en polyphénol, en caféine, etc. Mais elle ne refera pas un nouveau thé, elle reconsommera toujours le même sur lequel elle rajoute de l'eau chaude. Les Japonais, le thé est arrivé chez eux avec les moines bouddhistes, on va y revenir. Le procédé est assez complexe, il va falloir, selon le procédé, le battre, etc. Il y a tout un cérémonial qui peut durer très longtemps, mais ça fait partie d'une tradition japonaise. Sha no yu. Vous retrouverez le mot sha qui veut dire thé. Et au Japon, bien sûr, il y a des écoles de thé. Ça va se transformer lorsqu'il arrive en Europe avec ce thé qu'on prend autour de 5 heures, le fameux 5 o'clock, avec une vaisselle que les Anglais ont adaptée de la vaisselle chinoise et remodernisée, révisée de nombreuses fois. Et puis, bien entendu, dans le Maghreb, on prend le thé à la menthe suite à ce lobbying qu'ont fait les Anglais avec le thé au XIXe siècle, et on va le sucrer énormément. Ce qui, pour moi, est un dommage, parce que mettre du sucre dans le thé, c'est quand même, comme pour le café, l'abîmer. Quelques pratiques un peu exotiques. Le Tibet, on va rajouter du beurre, c'est le pot de chat. On va baratter le beurre qu'on va rajouter dans le thé, c'est du beurre de yak.
une pratique que l'on connaît peut-être moins, le chai en Inde. Alors en Inde, il est interdit de boire 2 fois dans le même récipient. Donc quand vous allez consommer un thé au lait, comme ça se fait beaucoup en Inde, que vous allez consommer dans la rue, vous allez boire votre tasse et tout de suite, vous allez la fracasser sur le sol pour être certain qu'une personne d'autre ne s'en servira. Alors le thé, c'est une histoire. Et comme pour toutes les histoires, j'avais raconté celle un peu du cacao, du café, avec l'histoire du café et du petit berger. Et là, on est sur un empereur, l'empereur Chen Yun, on est en 2737 avant Jésus-Christ. Il s'est arrêté sous un arbre pour se reposer, il a fait bouillir de l'eau, et la légende raconte que des feuilles de cet arbre étaient intaillées, des feuilles sont tombées dans l'eau, et c'est comme ça qu'il aurait découvert le thé. Mais ce sont des légendes. Vous avez celle aussi d'un certain Bodhidharma, moine bouddhiste. Quand on prie dans le bouddhisme, on ne doit pas dormir. Et cet homme s'était endormi. Et pour se punir, il s'est coupé les paupières pour ne plus pouvoir jamais dormir. Et vous regarderez un peu la forme d'une feuille de thé, ça ressemble à une paupière. Et de ces 2 paupières, ça serait transformé en 2 feuilles de thé, qui seraient à l'origine de tous les thés qu'on boit aujourd'hui. Ce sont bien sûr des légendes. Ce qui est plus réel, c'est que le thé, on va commencer à le voir apparaître vers 600, entre 600 et 900 de notre ère, avec la dynastie Tang. Alors le thé est compressé et bouilli. Totalement différent de la façon dont on le consomme aujourd'hui, c'est quasiment un aliment. On mange du thé en décoction. Donc on va le compresser. Ça a un avantage, c'est que ça évite les champignons de se développer à l'intérieur, et c'est plus facile à transporter. Et le thé, ces populations de la dynastie Tang les vendaient aux tribus nomades, notamment aux tribus mongoles, ils l'échangeaient contre des chevaux. On passe à la dynastie Song, qui nous amènera aux alentours du XIIIe siècle. Et là, le thé est réduit en poudre et battu avec de l'eau. On revient un peu à la méthode japonaise d'aujourd'hui. Et c'est une boisson, le bouddhisme s'est installé, c'est une boisson que les moines utilisent pour lutter contre le sommeil. C'est l'effet de la caféine, qui est un stimulant du système nerveux central, donc qui retarde l'endormissement et qui permet aux moines de prier plus longtemps. On arrive à la dynastie Ming. Là, le thé est infusé. Et c'est cette façon de préparer le thé que l'on connaît tous aujourd'hui, une infusion, et c'est cette façon de consommer le thé qui arrivera en Europe à partir du XVIIe siècle. Et bien sûr, la Chine va commencer à mettre au point tout un système de récipients pour infuser le thé, de théière, et ça va rebondir sur l'Europe où on voudra avoir cette même vaisselle. La dernière dynastie à utiliser le thé sera la dynastie Qing, qui se termine en 1911, et c'est l'époque où la Chine va vraiment, je dirais, vendre du thé, commercer avec l'Europe, et ça va être à l'origine de différentes convoitises et autres conflits que je vous raconterai après. Mais le thé va s'ouvrir à la cour des tsars notamment, et ce sont des caravanes qui, depuis Pékin, amènent le thé à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. C'est comme ça qu'on va commencer à voir ces boîtes en thé métalliques qui sont très renommées et recherchées aujourd'hui par les antiquaires. Ah, 1911, ça doit peut-être vous dire quelque chose. Pouilly, ça vous pensera du film Le Dernier Empereur de Bertolucci, ça a été le dernier empereur, il a été empereur tout bébé, on va dire il a entre 2 ans, puis après intronisé à 6 ans, et ça sera le dernier empereur de Chine. Alors le thé va se transporter à l'intérieur de la Chine, puis sur la route des caravanes. Et regardez sur ces images, le thé, pensez 1 kg de plomb, 1 kg de thé, c'est très encombrant en volume. Et la Chine va trouver très vite le moyen de le transporter plus rapidement et de transporter de grandes quantités, c'est de le compresser. Voilà. La Chine ouvre des maisons de thé. On vient goûter les crus de thé en Chine, et ça peu à peu, ça va se répandre. Les moines bouddhistes vont partir sur le Japon dès le XIIe siècle, aller faire des disciples au Japon, et ils vont emmener bien sûr avec eux cette boisson qui évite de dormir, qui est le thé.
Et le thé va être acclimaté au Japon, et le Japon va devenir producteur de thé. Il reste maintenant à l'Europe à en faire la découverte, et c'est les missionnaires jésuites qui se sont rendus au Japon et en Chine qui vont donc découvrir cette plante. L'accueil au Japon des missionnaires ne sera pas formidable, parce que le Japon ne va pas avoir beaucoup de mal à s'ouvrir aux jésuites et au catholicisme. En revanche, en Chine, l'accueil sera beaucoup plus favorable, parce que ces jésuites sont des intellectuels et que les Chinois apprécient énormément ces personnes d'esprit. Donc l'accueil des jésuites va faire beaucoup plus facilement en Chine. Et le thé va bien sûr arriver en France, et il va faire la conquête de deux cardinaux, que ce soit Richelieu ou Mazarin, Richelieu à gauche, Mazarin à droite. Les deux l'utilisent comme médicament. Alors Richelieu souffre de migraine, il utilise le thé, Mazarin souffre de la goutte, et c'est grâce un peu à ces personnes haut placées, ça reste une boisson bien sûr réservée à l'élite, à la noblesse, que le thé va commencer à se répandre dans les hautes classes sociales. Le cardinal de Richelieu disait « ce qui est cher est bon ». Bien sûr, c'était le thé auquel il pensait. Alors, vous avez le médecin Guy Patin qui dit « c'est une herbe divine dans laquelle se trouvent tous les sucs de l'ambroisie ». L'ambroisie, c'est ce que consommaient les dieux. On l'utilise même, la médecine, les apothicaires, en clistère. Je ne vous fais pas de dessin. On vous fait des injections de thé. Alors, à l'époque, c'est la Hollande qui fait la plaque tournante entre l'Europe et la Chine. La Hollande est installée, les Hollandais sont installés à Batavia. Batavia, c'est l'ancien nom de la ville actuelle de Jakarta. Et c'est eux, je dirais, qui vont faire le négoce du thé, jusqu'à ce que, en Angleterre, le roi Charles II épouse en premières noces Catherine de Bragance, qui est portugaise, ce qu'on appelle les mariages arrangés. Alors ça va avoir un gros avantage pour les Anglais, c'est que dans la dot de la mariée, il y a la ville de Bombay en Inde. Ça y est, les Anglais, 1661, ont un pied en Inde. Le mariage va être dissous très vite, parce que Catherine de Bragance est catholique, Charles II est anglican. Et ça ne va pas fonctionner, on ne peut pas avoir une femme catholique mariée avec un roi anglican. Donc le mariage va être dissous, mais Bombay restera dans l'escarcelle de l'Inde. Et c'est comme ça qu'on comprenait que l'Inde va avoir, via les Anglais, un rôle capital à jouer dans le thé. Louis XIV va faire aussi la connaissance du thé à la même époque. Il y a un bateau qui s'appelle l'Amphitrite qui va ramener une première cargaison en France. Et Louis XIV va goûter le thé, d'ailleurs, qu'il préfère au café. Alors, Madame de Sévigné, comme pour le cacao, ne tarit pas d'éloges. Elle dit que c'est la boisson de la résurrection. Il faut savoir qu'au décès de Louis XIV, Paris compte déjà 300 cafés, où on ne sert pas que du café, on sert aussi, bien sûr, du cacao et du thé. Les Anglais, bien, ne restent pas en lice. Thomas Twining va ouvrir en 1706 la première coffee house, où on sert très vite beaucoup plus de thé que de café. Alors, ce premier établissement est réservé aux hommes. Il va très vite ouvrir un deuxième établissement réservé aux femmes. Hommes et femmes, dans cette époque, ne se mélangent pas pour consommer le thé. Et puis, ces cafés deviennent tellement populaires à Londres que le prix du thé augmente. Et si le prix du thé augmente à Londres, il augmente aussi dans les colonies britanniques en Amérique du Nord. Et c'est là que ça va être l'enjeu, le prix du thé. Toutes les denrées qui partent d'Angleterre pour aller vers la nouvelle colonie américaine, tout est taxé. Et ça ne va pas plaire du tout aux Américains, notamment à un futur président qui s'appelle John Adams. Ces taxes qui sont imposées à ce qui n'est pas encore une nation, c'est une colonie britannique, croule sous les taxes qu'impose Londres. Et ça va provoquer une révolution contre ce qu'on a appelé le Stamp Act, c'est ce timbre que devaient payer les colonies britanniques en Amérique du Nord, les 12 colonies, et elles vont se révolter contre ces taxes qui viennent de Londres et qui taxent tous les produits qui arrivent en Amérique. Ça va être à l'origine de la première révolte
qui aura lieu à Boston, sur le port de Boston, le 16 décembre 1773. Là, ce qui n'est pas encore la nation américaine, les 12 colonies se révoltent contre le Parlement britannique, et ça s'est appelé la Boston Tea Party. Et là, pour bien marquer le côté qu'ils étaient en colère, les fameux fils de la liberté se sont déguisés en indiens Mohawks. Le bateau arrivait avec une cargaison de thé. Ils ont jeté la cargaison à la mer, et c'était le premier acte de rébellion qui va entraîner la guerre et la future constitution des États-Unis d'Amérique. Car le thé coûte cher, et la Chine en profite. Les Européens ne sont pas les bienvenus en Chine, ils ne peuvent pas pénétrer. Si vous amenez en Chine de façon clandestine, vous êtes mis à mort. Alors où se fait l'échange? Il se fait dans cette partie de la Chine qui s'appelle Guangzhou à l'époque. Aujourd'hui, c'est Canton. Donc c'est la rivière de Perle. La rivière de Perle étant encadrée par deux villes, Macao et Hong Kong. Et au fond de cette baie, on a la ville de Canton qui est une sorte de lazaret dans laquelle on parque les Européens pour faire le commerce. La Chine a bien compris que l'Europe voulait du thé, mais la Chine n'a pas besoin de l'Europe. Elle est totalement autonome. Elle a simplement la seule chose qui lui manque à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est des mines d'argent. Donc la seule denrée qui intéresse les Chinois, c'est l'argent, le métal. Alors ils se font payer en piastres. Et les piastres en argent viennent des pillages des galions espagnols, portugais et autres, pillés par les Français et les Anglais. On les coule, on en fait des lingots d'argent que l'on échange contre du thé à Canton. Mais l'échange se fait, les Européens repartent tout de suite. Voilà ces piastres. Donc le métal blanc, c'est ce qui permet à l'Europe de commercer avec la Chine. La Chine est entièrement autonome. Mais toute l'Europe veut du thé et des chinoiseries, c'est un peu comme le café. On veut des paravents chinois, on veut de la vaisselle chinoise. Et puis les prix flambent. C'est ce qui est cher, qui est bon. Comme disait le cardinal de Richelieu. Et l'Angleterre va très vite comprendre, la Compagnie des Indes qui fait les opérations, que ça creuse le budget. Et l'Angleterre veut garder le monopole du thé. Donc elle va créer un monopole de production au Bengale, donc en Inde, qui est devenue anglaise, pour produire de l'opium. L'opium, c'est produit à partir du pavot. Alors vous allez voir que l'idée elle est terrifiante. On produit de l'opium au Bengale, et cet opium, on va l'échanger contre du thé. Comme ça, on ne dépense plus d'argent. Et en même temps, on drogue la population chinoise. Dès 1838, on considère qu'il y a à peu près 1400 tonnes à 1500 tonnes qui passent depuis le Bengale en Chine sous forme de contrebande. Souvent, les contrebandiers sont pris et sont exécutés, on les décapite immédiatement. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des centaines de tonnes qui rentrent en Chine. Voilà le pavot à opium. Et qu'est-ce que l'opium? On prend la capsule d'opium, on l'incise, il s'en écoule un latex blanc. Ce latex blanc s'oxyde à l'air, on le réduit en poudre, on l'amalgame et on donne, ça s'appelle un pain d'opium. C'est ça l'opium. Résultat, la Chine passe en état de dépendance. Pour ceux qui ont lu le Lotus bleu de Tintin, c'est cet aspect qui est évoqué dans le Lotus bleu. L'opium est payé, la Chine devient déficitaire. Elle devient plus que déficitaire, parce qu'on estime qu'à l'époque, au XIXe siècle, il y a plus de 30 millions de fumeurs d'opium en Chine. Alors ça va provoquer une révolte en Chine avec un homme qui s'appelle Lin Zexu, qui va se battre contre ce trafic de langue des Anglais. C'est la deuxième révolution contre l'Angleterre. Rappelez-vous les Américains qui avaient mis le thé à la mer. Lin Zexu va, dans le port de Canton, détruire les stocks d'opium. C'est la marque de la rébellion de la Chine contre l'Angleterre, et ça va fâcher les Anglais, bien entendu, parce qu'ils vont... La cargaison, 1200 tonnes d'opium sont détruites, jetées à la mer, et les Anglais vont répondre par la politique de la canonnière. La reine Victoria va envoyer un corps expéditionnaire. La Chine était une puissance, mais pas une puissance de guerre à l'époque. Et la marine chinoise ne va pas résister à la marine anglaise et ses canonnières. C'est les premières canonnières à coque métallique. Et c'est
le début de ce qu'on a appelé les guerres de l'opium. Et ça va conduire à ce que on trouve dans les livres d'histoire qui s'appelle le traité de Nankin, en 1842, qui est en fait plutôt la capitulation de la Chine. Et là, la Chine va perdre Hong Kong. Hong Kong va devenir anglais. Et les Anglais vont obliger Canton et Shanghai à s'ouvrir au commerce. Le visage de la Chine va être changé. Quant à l'Angleterre, elle a remplacé le café par le thé. Mais le thé, c'est encore plus sensible aux champignons, aux moisissures. Et à l'époque, pour faire le trajet entre Canton et Londres, il faut 4 à 6 mois. Avec tous les risques que ça représente, de couler par un naufrage, d'être attaqué par des pirates, que la cargaison soit moisie à l'arrivée. Et ça va engendrer les courses du thé. On va fabriquer des bateaux très allongés, très effilés, très légers, donc ils n'ont pas un gros tonnage, mais c'est des 3 mâts qui vont très vite. C'est ce qu'avait fait Meunier pour aller chercher son cacao au Nicaragua. Ça s'appelle des clippers. Et en fait, toutes les grandes compagnies vont faire des courses de clippers. Le pari, c'est celui qui fera le trajet le plus court entre le port de Canton et l'Europe. Et là, les Anglais vont se faire doubler par un cargo volant américain. En 1850, les Américains vont aller plus vite que les Anglais pour amener le thé à Londres. Alors là, ça va être l'insulte totale parce que pour les Anglais qui étaient les rois de la mer, les Américains vont faire Hong Kong, Londres en 97 jours, c'est-à-dire 15 jours de moins que les Anglais étaient capables de le faire. Donc les Anglais vont en prendre un peu pour leur matricule, la course des clippers s'intensifie et elle va s'arrêter net le jour où le canal de Suez s'ouvre. Et oui, parce que pour passer le canal de Suez, qui évite de passer le cap de Bonne-Espérance, aucun navire à voile ne peut passer. Seulement des navires à vapeur. Et c'est la fin des clippers. Et comme quoi le thé a excité les convoitises et la technologie va modifier complètement la donne et désormais ce sera des bateaux à vapeur qui vont transporter le thé. Les Anglais, entre-temps, ont fait une découverte en Inde, c'est qu'il y avait un théier qui poussait à l'état sauvage, dont je vous ai parlé au début, qui est le camélia d'Assam. Donc, qui est un thé de plaine, un thé tropical aux grandes feuilles, et ils vont donc se lancer dans la culture de ce théier dans toute la partie plate de l'Inde. Mais l'Inde, c'est un pays de montagne, notamment toute la partie qui est adossée à l'Himalaya, toute la région de Darjeeling. Et là, ils aimeraient bien, les Anglais, pouvoir planter des théiers. Le problème, c'est que le thé de plaine, il gèle dès qu'on le monte en altitude. Alors, derrière la frontière qui est pas loin, il y a la Chine. Et la Chine, elle a des théiers qui sont adaptés à la montagne. Alors, les Anglais vont avoir une idée assez terrifiante. Ils vont aller voler les théiers en Chine. Alors à l'époque, je vous disais, quelqu'un qui est européen, qui se présente sur le territoire chinois sans autorisation, il est emprisonné, souvent mis à mort. Alors on va faire appel à un Anglais qui s'appelle Robert Fortune, il a un nom prédestiné, il parle parfaitement le mandarin, il va se déguiser en mandarin, il va aller piller les plantations, parce qu'on trouve toujours quelqu'un pour vous en vendre, sinon ils vont les voler. Il va passer des années, vous le voyez ici sur cette image, déguisé en chinois, à négocier des pieds de théier pour les ramener derrière la frontière et les planter dans la région de Darjeeling. Mais le voleur peut être aussi volé. En 1848, M. Fortune a un registre qu'il tient à jour précisément. Il a volé cette année-là 12 817 pieds, mais le voleur peut se faire voler. C'est comme ça que les Anglais vont acheter des pieds de camélia, ce qu'aujourd'hui on appelle le camélia japonica. Tant qu'il n'est pas fleuri, c'est très difficile de faire la différence. Et ça va être la stupeur lorsqu'on va le ramener en Inde. Il ne va pas donner des feuilles de thé, il va donner des magnifiques fleurs. Mais les Anglais sont aussi des rois de la botanique. Ils vont les amener dans les serres de Kew Garden à Londres et ils vont développer le camélia décoratif. Voilà. Ça, c'est la région de Darjeeling qui va devenir la Champagne du thé grâce à ces plants de thé volés à la Chine. Aujourd'hui, on appelle ça du biopiratage. Et c'est puni souvent très cher, avec la Convention de Rio. Voilà, ces plantations de thé de Darjeeling, c'est du thé qui est cultivé à 2000 mètres d'altitude.
Eh bien, je ne vous apprendrai rien pour vous dire que les Anglais avaient le monopole du thé, l'ont gardé pendant très longtemps et l'ont certainement encore toujours, hein, avec différents noms. J'en garderai un que Charles Grey. Alors Charles Grey, il avait fait une préparation de thé dans laquelle il rajoutait des écorces de citron. Voilà, donc les Anglais vont régner sur le thé, et quand on veut faire du thé, eh bien, il faut aussi régner sur toute la porcelaine. Et qui ne connaît pas la porcelaine Wedgwood qui sert à servir le thé? Voilà, notre histoire du thé se termine. Je vais en profiter pour déguster avec vous une tasse de thé. Vous pouvez rajouter un morceau de chocolat à croquer, c'est formidable. Et puis ça va me permettre d'introduire Shell chez vous la semaine prochaine, où on va parler du sucre et de la façon dont il s'est démocratisé. Vous allez voir que le sucre va encore nous ramener avec des histoires d'Angleterre et de conflits avec l'Angleterre. À tout bientôt.